Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Africa TV. L'Afrique et les BRICS, l'Afrique aux BRICS, tel est le sens, tel est le cadre de cet entretien que nous avons avec le professeur Chanda Tomé, que l'on ne présente plus. Professeur Chanda Tomé, bonjour. Good morning. Alors, merci pour ce moment que vous accordez de nous voir à Africa TV, cette disponibilité toujours immédiate pour apprécier avec la rigueur scientifique que l'on vous connaît, les thématiques d'intérêt majeur. Alors, les BRICS, le 15e sommet des BRICS se tient actuellement en Afrique du Sud, commence entamé avant-hier, s'achève aujourd'hui, avec un accent particulier sur le continent africain, dont 30 pays ont été invités à côté des autres pays du monde entier. La question que l'on pose rapidement avant d'entrer sur le cœur de cet entretien, c'est de savoir, les BRICS c'est quoi? Les BRICS pourquoi? Très bien. BRICS, ça ne veut pas dire briques de terre. BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et puis Chine. Voilà. Donc, je crois que personne n'ignore quels sont ces 5 pays-là, qui sont-ils, où ils se situent sur la planète, quel rôle ils jouent dans le monde, dans les relations internationales, leur puissance, leur niveau d'influence, leur efficacité. Voilà, c'est tout. C'est ce que ça veut dire, les BRICS. Ces 5 grands pays qui ont décidé de se réunir, de s'allier, d'abord dans un cadre informel, puis plus tard, maintenant, dans quelque chose qui est en train de s'institutionnaliser, si vous voulez. Voilà, et leur naissance, la naissance des BRICS, se situe dans les contradictions, l'évolution des relations internationales, contradictions à la fois négatives et positives. Voilà. Très bien. Alors, les BRICS, ce club informel, vous avez dit c'est un club informel, c'est pas une organisation au sens strict du terme, l'organisation internationale, c'est un club d'États amis qui sont fondés davantage sur une relation que l'on qualifierait de purement économique, mais dont les relents tendent mais dont les enjeux tendent à devenir de plus en plus politiques au regard du contexte et des nouveaux retournements mondiaux. Quel peut être le positionnement de l'entité BRICS par rapport aux autres organes ou alors aux autres institutions que l'on connaît déjà, G20, G7, G8 puis G7, G20 et les organisations de type classique telles que Organisation des Nations Unies, Union Européenne, Organisation des États Américains, entre autres. D'abord, je vais vous apporter quelques précisions didactiques. Les BRICS ne sont pas une fraternité économique. Non. Ni une fraternité politique, non plus. Ni même idéologique, encore moins. Il n'y a pas, il n'y a plus, en réalité, il n'a jamais existé d'organisation ou d'institution strictement économique. Ça n'existe pas. Le dernier exemple en date, c'est un peu l'Union européenne, dont vous voyez le glissement vers une attitude guerrière qui n'était pas à l'origine dans l'esprit des fondateurs de je dirais quoi, le cartel, le club, n'est-ce pas, des amis, à l'époque la France et l'Allemagne, qui voulaient mettre en place une coordination uniquement liée à la gestion de l'exploitation, la gestion et la distribution de l'acier. Il n'y a pas. Les BRICS
Pour être assez concret, c'est un moment de révolte, de prise de conscience, comme il en existe beaucoup d'autres, si vous voulez, dans les rapports entre les nations. Ça, c'est d'un. Et de deux, faudrait peut-être vous dire que lorsqu'on parle de relations internationales, ce n'est pas que des États, ce n'est pas les rapports entre les États spécifiquement. Il y a les États, il y a les institutions internationales, il y a diverses sortes d'alliances, il y a toutes sortes de cadres, n'est-ce pas, qui permettent de manière informelle ou formelle aux acteurs privés ou publics, privés et publics de la scène internationale de s'exprimer, de mutualiser leurs efforts pour défendre leurs intérêts ou encore de faire face à des défis, vous voulez. C'est tout. Mais a priori, il faut enlever ça à la tête des gens. Les BRICS, ce n'est pas une association de copains sur la base de l'argent, sur la base de la gestion de l'économie mondiale. Non. C'est une alliance, comme il y en existe beaucoup d'autres, qui veut se donner les moyens, la liberté et la latitude de réfléchir sur leurs intérêts multiformes ensemble et de faire face aux grands défis mondiaux, de faire face aux autres alliances, si vous voulez, parce qu'il en existe. Il y a beaucoup d'autres. On n'a pas besoin absolument de formaliser les rapports entre les États lorsque ceux-ci s'expriment comme des rencontres régulières ou irrégulières pour débattre des questions d'intérêt commun. Non, pas du tout. Donc, ce n'est que maintenant, en réalité, que ces pays, après s'être concertés surtout là, face à un certain esprit de domination impérialiste du monde, qui, de toute évidence, leur a montré de toutes couleurs, se sont mis dans la tête de construire quelque chose qui devienne un cadre pas concurrentiel, je pense qu'il ne faut jamais voir ça comme ça, qui devienne un cadre alternatif d'expression et de valorisation des rapports entre les nations en général, hein, pas simplement entre les 5 pays. D'ailleurs, vous vous rendez compte qu'il est beaucoup ou de plus en plus question d'élargir les BRICS et d'en faire effectivement un instrument actif dans le sens positif dans la gestion des relations internationales. D'accord. Dans la suite de ce que vous disiez, le président russe, dans son discours, disait qu'un nouveau monde est en train de naître sous nos yeux. Sous les yeux, c'est-à-dire qu'il y a une réorganisation qui est envisageable, une restructuration des échanges internationaux, ou bien des dynamiques géopolitiques, géostratégiques du monde actuel. Avec l'adhésion, alors avec les multiples demandes d'adhésion que l'on observe aujourd'hui, les BRICS peuvent-elles réellement garder cette attitude de neutralité qui nous permet, cette attitude, oui, ce paradigme de neutralité dans leur manière de se positionner face aux enjeux internationaux, sachant bien entendu que ce n'est pas une association ou un club assez homogène. Il y a des logiques en fonction des intérêts des uns et des autres qui ne permettent pas d'avoir parfois une certaine cohérence d'idées, une ligne de conduite identique. Non, je crois qu'il ne faut pas se perdre en conjecture. C'est logique que des États puissent exprimer le désir d'adhérer à un nouveau cadre de concertation qui se met en place.
Ensuite, il faut éliminer de votre langage l'idée de neutralité, ainsi de suite. Non. D'ailleurs, la formation des BRICS est une révolte, ça je vous l'ai dit tantôt. C'est une prise de conscience de ce que on ne peut pas continuer à vivre sous l'emprise d'un discours qui sème un peu la zizanie, qui dicte, qui impose. Je pense que vous avez bien suivi ce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont fait. Après que le Parlement ougandais ait voté une loi très stricte, très dure contre les personnes qui ont des pratiques sexuelles déviantes au regard des coutumes et traditions de l'Ouganda et même africaines en général, dans la plupart des cas. Ils ont dit on suspend tous les programmes d'aide, mais c'est une idiotie. Ça veut dire en fait que des institutions existent et fonctionnent selon des valeurs qui sont propres à certains peuples, à certains types de gestion, de gouvernance, et pas à d'autres. Alors, les BRICS, c'est un peu la réaction à tout cela, c'est-à-dire on a assez de se faire commander, de se faire dicter des choses, on a assez de voir le monde être obligé de reposer sur des valeurs qui sont pas, que l'on décrète universelles, qui ne le sont pas. De même, on est un peu fatigué d'entendre tous les jours communauté internationale, alors que c'est une poignée de pays. Voilà, et en ceci, je pense que ce que Vladimir Poutine dit n'est pas nouveau. Effectivement, il y a, je l'ai écrit dans au moins 5 livres. Hein. Repenser la diplomatie, ça c'était en 2002. Pensée unique et diplomatie de guerre, ça c'était en 2004. Je l'ai écrit encore dans l'impossible paix mondiale, ça c'était en 2011. Dans conflit d'éthique et crise des relations internationales, c'était en 2013. Et toujours en 2013, j'ai écrit grandeur et décrépitude des nations. Vous voyez, paix et guerre entre les nations. Et puis plus récemment, reformer la gouvernance mondiale. Je crois que ce n'est pas parce que Poutine l'a dit, si vous voulez. Il y a une évolution du monde qui fait aujourd'hui qu'on se rend bien compte que certaines choses ne peuvent pas continuer. On ne peut pas, par exemple, continuer à gérer les économies africaines depuis le Trésor français, ce qui s'est fait avec le franc CFA. Pour les 14 pays de la zone franc, on ne peut pas continuer, si vous voulez. Il y a une évolution, une tendance qui demande que cela cesse. Et c'est en cours. De même, on ne peut pas continuer à vivre sous le chantage du dollar. Les Américains vivent sur des bouts de papier et ils n'ont pas d'argent en réalité. Parce que le nombre de billets de banque qu'ils ont imprimés, qui est en circulation dans le monde, ne correspond pas en réalité à la quantité d'or qu'ils conservent dans leurs réserves. Il y a là une tricherie, à la limite un abus de confiance et une escroquerie. Donc c'est pour tout cela que ça ne peut pas marcher. Vous avez, je prends la situation au Niger, d'abord en Syrie. Les troupes américaines sont installées en Syrie contre la volonté du gouvernement syrien, exploitent son pétrole dans toute une région avec les forces de l'OTAN. Elles sont là par la force. La France a refusé de décoloniser les Comores en confisquant l'île de Mayotte. Ça c'est très grave parce que ça l'arrangeait comme une base maritime dans cette région du monde. Les États-Unis occupent les Açores et maintenant la France occupe une partie du territoire nigérien où elle a installé des bases
militaire, on lui demande de partir, elle dit qu'elle ne part pas. Vous voyez, c'est tout ça qui ne marche plus. C'est tout ça que les peuples ne peuvent plus accepter, en réalité. Il y a une somme de travers qui relèvent des décennies passées, qui ne correspond plus au niveau d'émancipation des populations dans le monde, qui ne correspond plus au niveau d'exigence de l'indépendance, de la dignité des nations, si vous voulez. Voilà ce que dit Poutine, et c'est en réalité, ça résume pour l'essentiel ce qui a motivé la constitution des BRICS. Maintenant, les BRICS par rapport à ce que vous appelez G20, d'abord G20, le G20 est né en 2008 en réalité. Vous savez, en 2008, il y a eu une crise grave, une très grave crise financière aux États-Unis, ce qu'on a appelé la crise des effets hypothécaires. En réalité, tout le système financier mondial était effondré. Ils se sont rendus compte que la société américaine s'endettait trop vite, trop vite, et que le niveau d'endettement avait atteint un stade qui faisait qu'on s'installe dans un crash en réalité. On a trop prêté l'argent aux gens, ils ne peuvent pas rembourser. Ceux qui ont prêté en amont ont à leur tour emprunté à l'étranger, emprunté. C'est un circuit. Et ça touchait toutes les économies du monde. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Là encore, on a vécu le grand mensonge, si vous voulez. L'idée même d'économie libérale, la libre entreprise, ça n'existe pas. C'est un discours creux. Il a fallu, à l'époque, que le président des États-Unis, Obama, intervienne très vite, sinon toute l'économie s'effondrait. Donc, il y a eu une intervention massive de l'État, et puis toutes les banques centrales, la Deutsche en Allemagne, la Banque de France, ainsi de suite, sont intervenus pour soutenir leur monnaie, pour gérer la situation. Donc, tout ça, ça ne commence pas maintenant, ça commence depuis longtemps. Et c'est une des raisons pour lesquelles le général de Gaulle, à l'époque, avait dénoncé le dollar. Et déjà, dès cette époque, il exigeait une réforme du système monétaire international. Et quand on parle de réforme du système monétaire international, en fait, c'est tout le système de gouvernance politique et d'alliance entre les nations. Donc, c'est à ce moment-là, en 2008, qu'on dit, mais attendez, la situation est très grave. Il faut qu'on essaie de rassembler les meilleures économies, les plus grandes économies du monde pour réfléchir sur comment gérer la situation. Voilà ce qui s'est passé. Et la naissance du G20 prend corps en 2008 en réalité, avec la crise des effets hypothécaires commencée aux États-Unis. Et depuis, ça s'est institué, c'est les 20 plus grandes économies du monde. Le G7, quant à lui, c'est... le G7 est né en 1974. Encore une fois de plus, 1975. Vous savez, en 1973, il y a la guerre, la troisième guerre israélo-arabe. Les pays arabes, pour se venger du soutien des pays occidentaux à l'État d'Israël, décrètent un embargo sur le pétrole. Et du coup, eux-mêmes, les pays arabes, ne se rendent pas compte de la révolution qu'ils viennent d'entamer. Le baril du pétrole qui coûtait $3 atteint 50-60 $. Voilà la réalité. Et l'organisation des pays producteurs du pétrole à l'époque prend corps, tout comme l'organisation des pays arabes producteurs du pétrole prend corps. Et puis, on se retrouve dans un enchaînement où l'exigence des réformes s'impose. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, dans tous les grands pays dits développés et industrialisés, il manque le carburant. Et c'est une véritable catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment négocier avec ces pays? Et c'est comme ça que le président de la France, Valéry Giscard d'Estaing, convoque un sommet des nations les plus industrialisées
les 7 pays capitalistes les plus industrialisés, à Rambouillet, hein, une ville située à une quarantaine de kilomètres de Paris, à Rambouillet, au château de Rambouillet. Voilà comment est né le G7. À l'époque, une concertation ponctuelle, un peu comme les BRICS, une concertation ponctuelle qui, par la suite, s'est institutionnalisée et maintenant qui s'est réunie à répétition pour examiner entre eux, entre les membres, l'évolution de l'économie mondiale, leurs propres économies, et à partir de là, décider des politiques au sein des institutions internationales. Et avec ça, actionner les leviers politiques et diplomatiques, raison pour laquelle je vous dis, vous savez, le dernier sommet tenu, je crois, au Japon, au Japon, est entré de plein pied dans la crise ukrainienne, dans la guerre en Ukraine, en prenant des décisions politiques, faisant des proclamations. Donc, voilà la naissance du G7. Et plus tard, on a estimé qu'on ne pouvait pas faire ça en tenant la Chine et après la Russie de côté. C'était des grandes économies, il fallait les associer. Et comme dans le cas des BRICS, vous dites qu'il y a une trentaine de pays qui ont été invités. Il me souvient que Macron a demandé à être invité, le président de la France, qu'on lui a opposé une fin de non-recevoir. Mais retenez quand même que ce soit les BRICS, le G20 ou encore le G7, G qui veut dire groupe, hein, ce sont des structures à la fois cohérentes et incohérentes qui reposent sur des considérations autant diplomatiques, idéologiques que sectaires. Il n'y a en réalité aujourd'hui plus de différence sur qui fait quoi et qui est destiné à quoi. Retenez simplement que toutes ces structures concourent à donner une vie aux relations internationales, aux rapports entre les nations dans leurs multiples ou leurs différentes dimensions. C'est tout. Nous sommes au 15e sommet des BRICS. Quel est le bilan de ce groupe, de ce club, après 14 sommets? Le G8 ou alors le G20 ont quand même... on a vu un certain nombre de choses, d'actions, bien d'initiatives qui ont été engagées à la suite de leurs rencontres, qui ont permis soit de restructurer, soit d'orienter certaines politiques sur le plan international. Quel est le bilan réel? C'est la question maintenant, on peut rappeler votre ouvrage, les nationalistes africains à l'épreuve, qui peut être extrapolé et être utile même dans la stratégie, ou bien dans la possession des stratégies d'orientation des politiques que prennent les États faibles, ou alors moyennement faibles, les États émergents face à la scène internationale, face à leur vis-à-vis considérés entre guillemets comme développés, qui eux estiment qu'ils ont le pouvoir, qui ont la légitimité, qui ont l'autorité pour pouvoir orienter. Quel est le bilan des BRICS et quels sont les moyens? Je crois que ne posez pas le problème en termes de bilan, si vous voulez. On dit, dans la pratique diplomatique, la multiplication des cadres de rencontres, de réflexion et de travail par conséquent, n'est jamais une mauvaise chose, c'est toujours une bonne chose. Et chaque fois qu'une nouvelle alliance se met en place, elle impacte de manière réelle et effective les autres alliances qui existent. Elle influence l'évolution des relations internationales en gros. Elle contribue à créer un mouvement, une dynamique vers de nouvelles perspectives. Je dis, comme je vous le dis souvent, à la fois négative et positive, si vous voulez. Ça dépend de comment on se prend et où on se trouve. Mais ce que je peux vous faire savoir, c'est que on voit simplement les BRICS aujourd'hui, si vous voulez, mais les penseurs des affaires du monde, les philosophes, même les scientifiques, ont entrevu de manière claire et précise
une évolution du monde longtemps avant, qui devait se décliner en la multiplication des pôles de pouvoir et la diversité des zones d'influence, si vous voulez. Les BRICS constituent un moment important dans l'évolution contemporaine des relations internationales. Ce groupe d'États apporte une vision nouvelle dans l'ordonnancement des rapports de force sur la scène internationale et induit une nouvelle prise de conscience qui crée forcément une obligation de revision de l'ensemble des textes, des pactes, des arrangements. Ça remet en cause la manière dont les grands États ou les grandes puissances ont jusque-là mené les affaires du monde. Ça contredit de manière forte et ferme l'esprit de San Francisco à la création des Nations Unies. Ça casse la dynamique d'un pouvoir de quelques États renfermés au sein du Conseil de sécurité. Ça apporte, ça met autour de la table l'urgence d'une réforme du système des Nations Unies, avec bien évidemment la réorganisation des pouvoirs au sein du Conseil de sécurité, la qualité de membre permanent, le droit de veto, ainsi de suite. On découvre que quelques grands pays mis ensemble sont en mesure d'offrir une alternative beaucoup plus positive, beaucoup plus démocratique, j'aime pas beaucoup ça, en tout cas beaucoup plus transparente, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus rassembleuse, beaucoup plus solidaire, si vous voulez. Quand vous entendez Poutine parler ou le président sud-africain, vous avez une arrière pensée qui vous dit tout de suite, mais en fait, si c'est vrai, ça veut dire que le monde peut être différent, ça veut dire qu'on peut commencer à voir les choses autrement. Je vous donne une idée. À l'initiative des États-Unis, il y a une réunion en Arabie Saoudite, soi-disant pour réfléchir sur la paix dans la querelle russo-ukrainienne. Mais la Russie n'a pas été invitée. Ça commence là, si vous voulez, que les types puissent organiser des réunions pour réfléchir sur des solutions pour mettre fin à un conflit. Et on n'invite pas un des protagonistes, ou même le principal protagoniste, qui de surcroît se trouve être une super hyperpuissance. C'est tout cela, si vous voulez, la mentalité, la pensée unique. C'est tout cela qui est bousculé aujourd'hui. Vous savez, le Brésil, à cette réunion, a dit, ça c'est la folie. Vous n'invitez pas la Russie, vous voulez parler de paix avec qui? Je reprends aussi la déclaration de l'ancien ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui dernièrement a dit, mais quand je me promène dans le monde, je voyage beaucoup, les types me disent, mais attendez, votre histoire de Cour pénale internationale, c'est quoi? Attendez, vous avez de grands criminels comme George Bush, Tony Blair et tout ça, toute la somme de présidents français qui ont engendré des crimes et des massacres partout, qui les reconnaissent d'ailleurs, et puis ils sont en liberté. Vous vous levez un matin, Vladimir Poutine, qui le pauvre, est resté chez lui, on a apporté des armes nucléaires pleines à sa frontière, il réagit, alors c'est lui que vous mettez au tribunal pénal international, et ça veut dire quoi votre histoire là? Ouais, ça c'est une réflexion faite par un ancien ministre, un des meilleurs d'ailleurs, Dominique de Villepin, des Affaires étrangères de la France. Et ouais, tout ça vous revient, et puis vous restez, vous vous dites, mais attendez, avec tout ce qu'on fait dans le monde, on a trouvé simplement les Africains pour aller au tribunal pénal international. Je vais en plus vous donner une
vous faire une confidence. Il est interdit d'incriminer un soldat américain. Même s'il a tué ta mère et ton grand-père, même s'il a assassiné la moitié de la planète. Parce que les États-Unis ont dit on ne juge pas leurs soldats. Enfin, c'est d'une relativité inouïe. C'est impensable. Alors ce sont ces mêmes pays qui crient à longueur de journée, à tue-tête, démocratie, machin, crime contre l'humanité, droits de l'homme. Ce sont des inventions catastrophiques. En fait, c'est pour assassiner la conscience, le moral et des identités faibles, si vous voulez. C'est comme ça qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'un groupe de pays, à un moment donné, estime qu'ils doivent être ensemble, faire ensemble, réfléchir ensemble dans un cadre précis pour examiner comment changer les choses. Dire non, ça ne peut pas continuer comme ça, si vous voulez. On ne peut plus être dans un monde où on dit on obéit à une poignée d'individus qui s'appelle communauté internationale. La communauté internationale a dit que, mais c'est combien de pays la communauté internationale? Et le problème, c'est là. Ce qui me plaît, j'espère que vous êtes au courant que l'Inde a fait atterrir un engin sur la Lune. Et ça, c'est très important, ça. Ce qui me plaît dans tout ça, c'est que, vous savez, lorsqu'on crée l'ONU en 1945, l'Europe est ruinée par la guerre. La Chine et la Russie sont affaiblies complètement. La Chine, on n'en parle même pas. Le reste, c'est ce qu'on appelle les pays de la périphérie. Afrique, Caraïbes, Amérique latine. C'est la brousse, si vous voulez, pour prendre une certaine idée, ou à la limite des territoires sous occupation. Dans le monde dont on parle à l'époque, c'est une poignée de gens en Europe, plus les États-Unis. C'est ça qui fait l'Organisation des Nations Unies en réalité. Ils sont moins de 40 à la création. D'ailleurs, le reste est là pour regarder. Ils sont moins de 20 en réalité. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est le seul pays qui est resté debout après la guerre. Les États-Unis, ils sont riches. La révolution mécanique et machiniste, c'est eux. Et tous les aventuriers du monde avaient l'argent volé, sont allés aux États-Unis s'installer pour fuir les guerres en Europe. Les chercheurs d'or sont là-bas. Les meilleurs scientifiques de l'Allemagne sont allés aux États-Unis. C'est le pays qui compte, si vous voulez. Ils sont seuls sur la planète. D'abord, on va faire l'Organisation des Nations Unies. Nous, on offre que le siège soit chez nous, dans la ville prestigieuse de New York. Nous allons construire ce siège. Nous payons. On vous fait cadeau aux Nations Unies. Cerise sur le gâteau. Pour l'argent, ne vous inquiétez pas. Nous allons donner jusqu'à 20, 25, voire 30% des contributions pour le budget. Et c'est comme ça que le monde se retrouve enchaîné par les États-Unis. Aujourd'hui, c'est fini ça. C'est fini l'époque où le président Ronald Reagan, en 1982, arrive à l'Assemblée générale, dit mais si on nous insulte, ça va finir tout ça. Si ça continue, allez, on va faire 2 Nations Unies, une pour les petits gringalets là, les pauvres, les bizarres, méchants et bavards, et on va faire un pour les gens bien, qui sont riches, qui ont l'argent, qui ont les moyens. C'est ce qu'il dit. Mais cette époque est révolue. Les BRICS expriment tout ça. Les BRICS, ça veut dire que ça, c'est terminé. Aujourd'hui, même sans l'argent des États-Unis, les BRICS peuvent payer toutes les dépenses de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est une petite réalité. Ce sont les États-Unis aujourd'hui qui se débrouillent à maintenir une contribution élevée pour continuer à avoir un rapport de force dominant. Mais ce n'est plus le pays le plus riche de la planète. Placé ensemble, c'est même le pays qui rapidement entre en décrépitude. Nous sommes dans un processus de fin de l'Empire, si vous voulez. Ça vaut pour la France. Et les BRICS
je vais parler pour la Grande-Bretagne, c'est fini depuis longtemps. C'est fini depuis la reine Victoria, c'est fini. La France, c'est en train de finir, les États-Unis, ça se casse la figure tous les jours. Ce n'est même plus une démocratie, même par leur propre système de valeurs, les États-Unis ne sont pas une démocratie. Donc, conséquence, si vous mettez tout ça bout à bout, vous ne posez pas le problème des bilans, hein? Vous ne posez pas le problème de prospective et de perspective, vous ne posez pas le problème de nouvelle adhésion aux BRICS. En réalité, ça a été pensé depuis longtemps. Ça a été pensé, mais pas acté. Ça a été pensé parce que les gens ont été obligés d'envisager des alternatives à cause de ce chantage, à cause d'un passé historique construit sur des subjectivités de l'arnaque, à la limite, à cause des manifestations d'expression d'arrogance absolument inacceptables, l'intervention en Irak, l'assassinat de Kadhafi, la destruction de la Yougoslavie. Avant la destruction de la Yougoslavie, c'était le troisième pays le plus riche d'Europe, le plus puissant même en termes militaires. Les Américains ne voulaient pas ça. L'Occident en avait peur. C'est pour ça qu'on a cassé la Yougoslavie et fracturé en plusieurs petits États. Voilà la réalité. Donc, c'est tout cela aujourd'hui qui est fini. Les gens disent, on n'en veut plus. On ne veut pas qu'à l'occasion de n'importe quelle situation qui se présente, on entend des individus nous dicter, nous dire, communauté internationale, les Nations Unies, Conseil de sécurité, qui est le président de la Cour pénale internationale? C'est un occidental. Celui qui a été avant, c'est les mêmes gens, si vous voulez. Ils se sont débrouillés à mettre comme secrétaire général des Nations Unies à un moment crucial de l'évolution du monde. Guterres, l'ancien patron de la diplomatie portugaise, en fait, c'est un pion des Occidentaux. C'est ça la réalité. Et il n'y a qu'à voir son discours, qui est complètement pro-occidental. C'est une Bulgare qui aurait dû être là-bas, une femme en plus. C'était une très grande innovation. Les Américains ont bloqué, parce qu'on a beau parler de la cassure du pacte de Varsovie, les gens de l'Europe de l'Est ne pensent pas la même chose que les gens de l'Europe occidentale. Ça, c'est un des aspects. Si vous prenez tout un autre aspect, vous vous rendez compte qu'en réalité, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, le monde est en transition, en très grande transition même. On ne sait pas encore vers quel système de valeurs ou selon l'ordonnancement de quelle nouvelle mécanique juridique et diplomatique, les rapports entre les nations vont se stabiliser. Mais simplement, ce qui est sûr, c'est que le système ancien, articulé sur la pensée unique et la domination de quelques États qui s'improvisent ou se font appeler communauté internationale, est révolu, si vous voulez. C'est ça qui ne peut plus marcher. Et les BRICS, imaginons la construction d'un navire ou d'un engin, et on réfléchit sur la forme et tout. On sait simplement que on a une idée de comment sera le moteur. Maintenant, il faut réfléchir sur tout le reste. Les bras, les sièges à l'intérieur. En réalité, comment ça va se présenter même, comment on va en faire, qu'est-ce qu'il faudra pour que ça marche bien. On en est là. Les BRICS, c'est un peu ça, c'est le moteur de quelque chose en cours, n'est-ce pas, de maturation. Et c'est pour ça que c'est assez délicat de dire, dès maintenant, on admet de nouveaux membres, on admet dans quoi? En réalité, on n'en a pas une idée. Ce n'est pas structuré, si vous voulez. Ce n'est pas structuré. C'est justement la question à laquelle je voulais en venir, c'est-à-dire, dans ce cadre-là, qui est en train d'être maturé, pensé, plus ou moins stabilisé à long terme, quand réellement ce club, le club des BRICS, qu'ont-ils réellement à proposer aux autres, davantage aux pays africains qui semblent très intéressés, semblent voir
ont les BRICS une opportunité d'avoir leur voix mieux écoutée sur la scène internationale? D'abord, écoutez, tout ce qui est nouveau est attrayant. Ça, c'est un. Deux, tout ce qui peut faire la mauvaise affaire pour votre ennemi, hein, est bon pour vous. Puis trois, vous savez, chaque fois que vous connaissez qui vous a fait mal, vous savez que vous pouvez tout accepter, sauf de rester avec cette personne. Hein. C'est un peu, pour revenir dans tout le débat qui a lieu sur l'influence de la Russie en Afrique. La Russie ne fait rien en Afrique. La Russie n'a rien fait pour être là où elle se trouve aujourd'hui. Des gens agitent les drapeaux russes, mais les pauvres, Poutine est le premier à dire, mais tiens, c'est pas possible, comment est-ce qu'on va gérer tout ça? Voilà la réalité. Et vous êtes couchés chez vous. Les gens sont, c'est pas à des milliers de kilomètres en train de dire, ouais, nous c'est la Russie, nous c'est la Russie. Aussi simple que ça. Bah, c'est quand même, il y a une toile de fond, il y a des états de fait que l'on connaît, que l'on maîtrise, que l'on comprend même. Et puis, il y a la manière dont on pense que les choses devraient être faites. Et ensuite, il y a la réflexion sur qui a déjà fait quoi, qui avait fait quoi et comment choisir. C'est pour cela, je l'ai dit à plusieurs reprises, beaucoup de Camerounais ne comprennent pas encore ou n'ont pas une idée exacte de l'importance du voyage de leur président en Russie. C'est vraiment fondamental, c'est crucial. Et il faut en plus relire le communiqué, n'est-ce pas, la lettre, parce que c'est la pratique diplomatique. La lettre envoyée par Paul Biya dès son retour au Cameroun à Vladimir Poutine. Et dans cette lettre, il rappelle, il y a des éléments historiques importants, si vous voulez. Qu'est-ce que la Russie a fait, qu'est-ce que la Russie a été pour l'Afrique? Moi, président du Cameroun, mon pays, le Cameroun tel qu'il se présente, honnêtement, objectivement, en tenant compte de l'histoire et de l'évolution du monde, nous avons été heureux d'être à cette rencontre. Nous ne pouvions pas manquer pour ces raisons-là. Et ensuite, vous allez réfléchir, il y a des raisons d'équidistance. Nous avons été aux États-Unis, nous avons été en France, et plus encore chez vous, qui, quand nous nous battions, quand nous réclamions l'indépendance, quand nous crions qu'on était oppressés, vous avez su nous tenir la main, vous avez su exprimer votre solidarité, même de manière concrète. Donc, voilà un peu le tableau psychologique dans lequel un individu peut se trouver et que vous pouvez projeter sur un État, si vous voulez. Ne vous posez pas la question qu'est-ce que les BRICS apportent à l'Afrique, qu'est-ce que l'Afrique attend des BRICS, si vous voulez. Non. Nous sommes acteurs du monde. Nous sommes dans le monde. Nous devons influencer l'évolution du monde. Si nous ne le faisons pas, les autres vont influencer notre évolution. Et nous allons continuer à subir. Les BRICS, c'est le moteur de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'honnête, de quelque chose qui est à la quête d'un monde meilleur, si vous voulez, beaucoup plus juste, où une seule pensée ne s'impose pas à tout le monde, où un système de valeurs conçu ailleurs ne viennent pas en imposer aux gens, si vous voulez. C'est pour tout cela. Ce n'est pas que les BRICS apportent quelque chose à l'Afrique, ni que l'Afrique attend quelque chose des BRICS. Nous sommes dans le mouvement global. L'Afrique est dans le mouvement global qui est en quête d'un monde meilleur, d'un système de valeurs mieux partagé, mieux responsabilisé, plus comprise, plus consensuelle, si vous voulez. C'est ça les BRICS. Les BRICS, ce n'est pas pour quelqu'un. Ce n'est pas pour l'Inde, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et le Brésil. Non, pas du tout. C'est une autre étape, c'est une autre idée. C'est un pas important dans la formulation d'une nouvelle conscience universelle. Alors, professeur, dans ce sens, suivant ce raisonnement que vous venez de présenter, est-ce qu'on peut envisager les BRICS comme une sorte de mouvement non aligné
Dans le sens où le mouvement des non-alignés avait pour objectif de ne pas faire choisir entre les deux camps, le bloc de l'Est et le bloc de l'Est. Par contre, les BRICS essaient d'avoir donner une troisième voie, se positionner de manière réelle sur les questions internationales et plus ou moins d'harmoniser les positions des deux groupes. Mais non, là encore vous nous ramenez en arrière. On ne peut pas. L'histoire de non aligné, c'est une grosse bêtise. Ça n'a jamais existé en réalité, si vous voulez. On a toujours été alignés. On est toujours alignés. Je le disais encore hier à quelqu'un, un très haut fonctionnaire, qui disait « Ah, mais moi, je fais mon travail, je ne fais pas de politique. » Et lui disait « Attendez, vous êtes l'émanation d'un pouvoir politique. Vos pouvoirs ici sont des pouvoirs délégués par le chef de l'État qui vous a nommé. Alors, vous ne pouvez pas dire que vous ne faites pas de politique. Vous êtes un politique. Parce que, institutionnellement, tous ceux qui concourent à la vie des organes sont des politiques. C'est obligé, si vous voulez. Ça me paraît fondamental. Il n'y a pas de troisième voie possible. Entre le mal et le bien, je dis souvent aux gens, pour paraphraser, quand j'aime souvent dire à des amis ou même à des enfants, il n'y a pas de place pour le milieu dans la vie. Il y a les premiers, il y a les derniers. Chacun doit choisir. Moi, Sanda Tomé, je suis dans les premiers. Je dois rester dans les premiers. Je le dis à mes enfants et à mes amis. Vous, au milieu là, il n'y a personne. Il y a devant et il y a derrière. Tout court. De même, les notions de mal et de bien n'ont pas de mi-mesure. Ou vous êtes pour le mal, ou vous êtes pour le bien. Maintenant, on peut... C'est pour cela que des gens existent. Qu'un médiateur, par exemple, peut exister, ou existe, dans la formulation des termes de référence qui puissent rapprocher les méchants et les bons. C'est-à-dire qu'on fait la médiation en espérant qu'on arrive à adoucir la méchanceté de certains, à les ramener un peu pas dans les bons sentiments, mais dans ce qui est communément admis dans la société. Donc les BRICS, ce n'est pas une troisième voie, pas du tout, parce que la politique des camps, c'est terminé, si vous voulez. Aujourd'hui, dans la confrontation planétaire, si elle existe, vous avez des États extrêmement belliqueux, si vous voulez. Vous ne pouvez pas me dire on assassine Kadhafi et vous me dites vous êtes neutre. Ah, pas du tout. Que des gens aient organisé l'esclavage des Noirs, pillé leurs ressources et on veut chercher quelqu'un qui dit moi je ne suis d'aucun côté. Ah non, pas du tout. Vous trouvez des enfants qui se battent dans la rue, vous vous arrêtez pour un arbitrage et vous commencez par rechercher qui a tort. C'est lui qui a tort, vous n'allez pas lui dire qu'il a raison. Les BRICS, ce n'est pas cela. Les BRICS, ce n'est pas des enfants de cœur. Même l'Église, même le pape n'est pas neutre. Hein? Même Allah n'est pas neutre. Il faut bien comprendre ça. Il y a un choix à faire, qui est un choix fondamental, si vous voulez. Des gens qui ont déversé des tonnes et des tonnes de bombes chimiques sur le Vietnam ne peuvent pas aujourd'hui prêcher la morale au monde, si vous voulez. Des gens qui ont assassiné Patrice Lumumba, le faire fondre dans l'acide, c'est choquant tout ça. Attendez, des gens qui ont organisé l'assassinat de Sankara, et puis extirpé, n'est-ce pas, en 2015, son bourreau du jugement des Burkinabés pour aller le cacher en Côte d'Ivoire, c'est des criminels. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, les gens qui ont assassiné Admika Cabral, qui ont assassiné Ruben Oubniobert, Rudolf de la Mangabel, qui a été pendu parce qu'il refusait que les Allemands s'accaparent des terres, n'est-ce pas, des populations camerounaises. Ça, si vous imaginez, dans l'histoire, regardez la mort de Steve Biko en Afrique du Sud. Attendez, les 600 écoliers de Soweto, pam, en plein jour. Sur 600 écoliers, on tire. Attendez, il y a des responsables historiquement pour tout ça. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire... on fait une alliance pour dire on a oublié, on est neutre. Non, on ne peut pas être neutre. Cette alliance est faite justement en rappel, en mémoire à un passé historique que les gens ont porté. L'apartheid en Afrique du Sud, c'est 400 ans. Mandela, c'est 28 années de prison. Sur une île éloignée. C'est trop grave tout ça. Vous pensez quand même pas qu'on va s'élever le lendemain, on dit aux Africains, oubliez toute l'histoire. Et c'est là le problème.
c'est un package. C'est un besoin, en fait, même d'écrire l'histoire. Vous prenez les petits Camerounais, on leur enseigne pas leur histoire, si vous voulez. 90% ne savent pas qui était Robert Mugabe. Même Okala, Charles Okala, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Et puis, on en est encore là, si vous voulez. C'est une réactivité par rapport à l'histoire, par rapport au présent, par rapport à ce qu'il convient de faire. Vous savez, on dit souvent, et c'est un aîné, le professeur Sindou Pokam, qui dit, tant qu'on n'aura pas fait le deuil et les funérailles, on ne peut pas avoir une société paisible. Il faut bien faire le deuil et le funérailles. Il faut bien penser aux morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons besoin de notre histoire. On ne sait toujours pas aujourd'hui dans quelles circonstances est mort Robert Mugabe. Pour Moumié, on en parle un peu, on sait un peu, ainsi de suite. Hein? Mais il y a proche de nous, il y a Abel Yinga qui est mort dans la souffrance et tout. Et tout ça, il y a tout un gros travail à faire. Les BRICS, ce n'est pas l'économie, ce n'est pas la politique, ce n'est pas la diplomatie. C'est une quête de ressourcement, de redimensionnement de notre identité dans un monde qui change, qui est devenu trop compétitif et trop concurrentiel, mais qui aujourd'hui permet de comprendre le niveau de responsabilité des uns et des autres, permet d'identifier les criminels, les responsables des grands malheurs de l'histoire. Vous savez, c'est Aimé Césaire qui disait « L'Occident est comptable devant l'humanité du plus haut tas de cadavres de l'histoire. » Ça veut tout dire, si vous voulez. Ça veut dire que, et c'est ça qui est un peu choquant, que les BRICS aient lieu en Afrique du Sud. Ça, si vous vous imaginez, l'Afrique du Sud n'est pas encore guérie. Elle n'est pas debout. Régulièrement, il y a des émeutes et tout, de la faim en Afrique du Sud. Ils ont fait ça. Ils ont créé cette situation en Afrique du Sud. Ils ont créé cette situation. Ils ont créé la Libye. Ils ont créé tout ce qu'il y a dans le Sahel. Ils sont en train de vouloir créer le Niger. Ça, c'est une catastrophe, si vous voulez. Et c'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention. Demain, ça peut être des états généraux de l'intelligentsia africaine qui pensent, qui réfléchissent, qui disent on fait comment. Nous avons organisé au Cameroun le grand débat national au Palais des Congrès pour réfléchir sur les problèmes du Nozo, les deux régions anglophones et tout. C'est des grands moments, ça arrive dans la vie des communautés humaines. Et ce qui se passe en Afrique du Sud en ce moment avec les BRICS est un témoignage éloquent d'une marche positive de l'histoire, mais d'une marche qui, en permanence, cherche des correctifs, cherche à comprendre avant de savoir où on va. Vous voyez, on a beaucoup parlé de dédollarisation, on va mettre fin au dollar et tout, mais ce n'est pas un décret. Les États sont parvenus à un moment, à un stade, où il est possible de faire autrement. 1, sans se faire tuer. 2, sans faire brûler complètement l'économie. Et c'est pour cela, quand on parle par exemple du franc CFA, il faut pouvoir dire aux gens que ce n'est pas du jour au lendemain. On ne va pas se lever ce matin, on dit terminez avec le franc CFA. Il y a énormément de préconditions, mais nous allons les satisfaire au fur et à mesure. Il faut parvenir à un stade où on se sent suffisamment organisé, suffisamment fort et armé d'un nationalisme réel et concret pour avancer, pour prendre ces chemins-là. Je vous ai dit l'exemple de Paul Biya qui va en Russie. Il faut porter témoignage, c'est important. S'il avait fait n'importe quoi dans sa vie sur le plan diplomatique, de mauvais, ce voyage-là, et c'est un diplomate de carrière qui parle, c'est un professeur des relations internationales qui parle, ce voyage-là a tout remis à plat et lui a fait conquérir tous les lauriers de la respectabilité internationale. Paul Biya va en Russie en triomphant de pressions terribles qui viennent de tous les pays occidentaux. On avait tout fait pour que les Africains n'y aillent pas.
Et on avait tout fait, y compris leur créer des complications dans le parcours. Les avions ne devaient pas passer par-ci, devaient passer par là. J'espère que vous avez suivi le témoignage de Sassou Nguesso, le président du Congo, sur la manière dont le trajet a été tortué pour arriver en Russie. Et Paul Biya qui sortait d'un voyage, de notre voyage, monsieur, c'est éprouvant à cet âge-là. 2 jours après, il se remet en route pour aller en Russie. Et en Russie, c'est lui-même, personnellement, qui conduit les débats lors de la rencontre des 2 partis, de Poutine et son équipe, et lui, Paul Biya et son équipe. C'est très rare, ça. Moi, de mémoire de diplomate, j'ai presque rarement vu ça. Le chef de l'État assis lui-même conduisant une délégation camerounaise dans le débat avec une grande puissance. Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. Donc, c'est pour vous dire que j'ai fait ça pour vous montrer comment naît la prise de conscience, comment elle s'exprime à un moment donné. Il y a 20 ans, peut-être 30 ans, ça n'aurait pas été possible, si vous voulez. Bien que sur ce plan-là aussi, j'aime mieux vous dire que le Cameroun, pour ce qui nous concerne, on a une diplomatie linéaire. Notre politique internationale n'a jamais varié. Ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas besoin d'être aligné ou non aligné et tout. Elle n'a jamais varié. Et vous savez, durant l'apartheid d'Afrique du Sud, nous étions, Yaoundé était la capitale des plus grandes conférences pour dénoncer l'apartheid et réfléchir la manière d'y mettre fin. Donc, c'est une manière de dire, cette démarche-là même en elle-même, qui peut être celle d'un seul pays, se situe dans la compréhension et l'expression du mouvement des BRICS. Il y a un nouveau monde, il y a une nouvelle manière de voir qui n'accepte plus certaines choses, qui remet sur la table l'obligation pour tous et pour chacun de respecter tous et chacun. Voilà en fait les BRICS. Certains ont pensé que c'était une arme, c'était un instrument de guerre. Non, pas du tout. Au contraire, à la limite, vous avez suivi les discours. C'est des discours très riches, parfois offensifs, mais ça finit toujours sur, on prêche un monde meilleur, un monde multipolaire, une coopération beaucoup plus responsable, plus honnête, plus transparente, qui soit bénéfique à tous les peuples, si vous voulez, à toutes les nations. Voilà la réalité des BRICS. Qu'apportent les pays africains sur la table des BRICS? Mais je vous l'ai dit tantôt, nous faisons partie du monde. Nous sommes partie du jeu. Nous ne sommes pas seulement un enjeu. Nous sommes joueurs. Parce que la question, justement, est posée en rapport à la réalité géopolitique actuelle au niveau africain. Nous faisons face à un certain nombre de crises qui peuvent... crise dite des céréales, les impacts de la guerre en Ukraine, les crises de sécurité, les crises politiques, qui peuvent inhiber un certain nombre d'atouts que les pays africains ont foncièrement, dont disposent foncièrement les pays africains, et leur donner une place minorée devant les membres des BRICS. D'abord, vous savez, il y a beaucoup d'exemples qui sont importants. Il y a des exemples importants qu'il faut retenir. C'est Macky Sall à la tribune des Nations Unies. C'est Mobutu Seko à la tribune des Nations Unies. Un discours terrible. Quelqu'un qui fut placé au pouvoir par la CIA, qu'on a utilisé pour assassiner Patrice Lumumba, qui est devenu président d'un des pays les plus vastes et les plus riches d'Afrique, le Zaïre. En 1975, il est aux Nations Unies. Il tient un discours mémorable, inoubliable. C'est cela. Ne dites pas, je vous l'ai dit tantôt, sur la scène internationale, en réalité, il n'y a pas de petits pays. Au moins là, le principe de l'indépendance formelle des nations en ce qui concerne l'expression de leur volonté, de leurs intérêts nationaux, tient la route. Quand un chef d'État, Idriss Déby, devant un parterre de dignitaires français, leur dit voici, 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 il parle pour le Tchad. Il a toute l'autorité, il a investi la plénitude des compétences et de pouvoir. Vous avez suivi une conférence de presse entre
le président déchu nigérien, Bazoum, et Macron, qui enseigne à Macron, il lui rappelle des éléments de la géopolitique mondiale. Il lui dit, mais vous l'Europe, mais vous êtes quoi là? La Russie, c'est 64 fois l'Europe. Bazoum le lui rappelle. Bazoum lui dit, mais vous êtes qui pour dire que vous allez nous interdire de travailler avec la Russie? Vous êtes qui pour menacer la Russie? C'est Bazoum qui lui dit. C'est un pays vaste, immensement riche, puissant militairement, qui a fait ses preuves en gagnant plusieurs guerres. Vous dites que vous allez faire quoi là? Bazoum le lui rappelle. Il parle en tant que président du Niger à ce moment-là. Vous prenez le président de l'Ouganda, Museveni, qui dit, ici c'est l'Ouganda. Ils iront faire l'homosexualité et légaliser ça là-bas chez eux. Si c'est pour les petites aides qui nous n'avions même pas demandé, c'est eux qui ont décidé. Vous avez Kagame qui vous dit exactement la même chose. Vous avez suivi Goïta, dit à Air France, ah, vous aviez suspendu les vols, vous voulez reprendre? Non, 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 merci, c'est terminé. On révoque même d'ailleurs tous les accords aériens avec vous. On n'en veut plus. Ce n'est pas le Mali qui va perdre, hein, c'est Air France. Au moins 25% du bénéfice d'Air France vient d'Afrique. Et les lignes les plus stables, les plus profitables sont les lignes africaines. Vous prenez le cas du Cameroun, c'est une quinzaine de vols par semaine. Ici, c'est une folie. À se demander s'ils ne sont pas responsables du fait qu'on n'ait pas de compagnie aérienne en réalité. De vraies compagnies aériennes. Alors, quand nos pays s'expriment aujourd'hui sur ces questions-là, j'ai eu l'occasion de discuter avec le directeur commercial de Camerco, notre compagnie aérienne, mais il m'a révélé des choses terribles sur les conditionnalités, avant d'avoir un avion, avant d'ouvrir une ligne. Mais c'est la mafia. On nous tient avec tout ça. C'est pour tout cela que de nouvelles alliances positives, correctrices, doivent être mises en place. Et ces alliances partent des constats faits par les Africains et d'autres nations, mais surtout encore les Africains. Nous sommes quand même 54 pays au sein de l'Organisation des Nations Unies. On est les plus nombreux en termes de groupes. On est un des continents les plus vastes. L'Europe, c'est rien en termes de superficie. En termes de population, on est également les plus nombreux. Alors, on s'est dit, du jour au lendemain, mais attendez, la puissance des nations repose sur leur richesse multidimensionnelle, en terre, en ressources humaines et en richesse. Et à partir de là, on développe des capacités et on produit des synergies pour créer une influence par rapport à d'autres nations, par rapport à d'autres groupes, par rapport à d'autres alliances. Voilà. Vous n'allez pas encore me demander nous apportons quoi, mais nous sommes Afrique, monsieur. C'est l'Afrique. Nous faisons partie du monde. Le monde vient à nous aujourd'hui, de plus en plus. Nous sommes joueurs, je vous dis. Et il s'agit maintenant de jouer pleinement et de jouer devant, d'initier les jeux, de changer les règles du jeu, d'imposer même de nouvelles règles de jeu. Nous allons le faire, si vous voulez. C'est cela, les BRICS offrent un terrain de travail, un cadre propice pour une émulation de ces nouvelles énergies. Voilà. Les BRICS offrent un terrain propice pour une émulation des nouvelles énergies et davantage les énergies africaines. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions d'avoir été des nôtres et nous remercions de nouveau le professeur Chanda Tony pour sa disponibilité toujours active, on va dire, pour échanger avec nous. À très bientôt sur Africa TV. Merci, professeur. Thank you.